Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour le carnet du geek et nerdy, j'allais dire gaming, mais non, c'est le carnet du geek nerdy. On va parler de Windows 10, on va parler de l'invite de commande, donc du terminal, et on va voir 5 trucs cool qu'on peut faire avec l'invite de commande. On peut faire plein de trucs avec l'invite de commande, et même d'ailleurs, histoire d'être précis, je vais dire quelle invite de commande je vais utiliser. Il s'agit d'un invite de commande historique cmd.exe. Qui hérite même d'ailleurs des possibilités de scripting que l'on avait dans DOS à l'époque avec ce qu'on appelle le batch. Il faut savoir que dans Windows 10, il y a au moins 2 autres invites de commande, en tout cas interpréteurs de commande. Donc il y a PowerShell, qui est un éditeur vraiment beaucoup plus puissant que ce que fait l'invite de commande de cmd.exe. Donc si vous tapez dans le menu démarrer PowerShell, vous allez le voir apparaître. Si je tape correctement, accessoirement, voilà, PowerShell, Windows PowerShell ISE. Ça vous permet vraiment de faire des scripts beaucoup plus complexes. C'est pour les administrateurs système plutôt l'outil de choix, clairement, que juste cmd.exe. Et il ne faut pas oublier que depuis 1 an et demi, 2 ans, en tout cas la version bêta a commencé depuis un moment, mais on peut lancer une sous-couche système Linux. Et oui, on peut utiliser des binaires Linux. Ce n'est pas de l'émulation, ce n'est pas de la machine virtuelle à proprement parler, dans le sens où ça ne virtualise pas toute une machine. Mais les binaires Linux peuvent se lancer avec, il me semble, 99% des performances. La perte est minime. J'ai même réussi à faire tourner, en installant un serveur X avec Xming, j'ai réussi à faire tourner des programmes qui utilisent l'interface graphique de Linux entièrement natif sous Windows 10. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement le bash, évidemment, l'interpréteur de commande, un des interpréteurs de commande qu'on utilise sur un système GNU Linux. Donc pour ceux qui ont déjà tripatouillé avec Ubuntu, par exemple, par défaut sur Ubuntu, c'est le bash, donc le Bourne Again Shell, qui est fiable, qui est sécurisé, qui est éprouvé, qui est utilisé depuis des dizaines d'années. Donc c'est vraiment le terminal de choix pour beaucoup d'administrateurs système, mais aussi de développeurs. Et on peut l'utiliser sur Windows 10, on peut même ouvrir des binaires, c'est-à-dire qu'on peut lancer des actions sur des binaires Windows en les pilotant depuis le bash, puisqu'il y a un pont qui a été fait entre les deux. Donc ça veut dire qu'on pourrait créer des tâches et des scripts entiers pour piloter Windows, mais avec en fait le bash, ce qui est quand même, il y a 5 ans, ça nous aurait un petit peu brûlé la tête de penser ça. Mais bon, en tout cas c'est possible. C'est pas prévu pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo, mais là on va voir 5 astuces assez simples finalement, même une de plus. Je vais commencer avec une astuce bonus. Par exemple, je vais créer dans le bureau, donc j'ai mon dossier bureau, je vais créer important, et on va mettre dedans quelques fichiers aussi. Donc quand je suis quelque part dans l'arborescence, en fait il faut savoir que je peux ouvrir une ligne de commande à cet endroit. Donc pour ouvrir une ligne de commande, normalement vous tapez cmd, donc dans le menu démarrer cmd, boum, voilà, invite de commande, que vous pouvez ouvrir en mode administrateur. Il faut savoir que si vous lancez des programmes qui requièrent l'authentification administrateur, il va de toute façon vous le demander. Mais si je lance une invite de commande dans le menu démarrer, il la lance directement depuis le profil utilisateur, qui est donc dans User, le nom de votre profil. Et pour une raison que j'ignore d'ailleurs, Windows s'est activé, en l'occurrence en mettant Julie au lieu de Julie. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, si je voulais aller dans important, il faudrait que je fasse CD desktop. Avec Tab d'ailleurs, vous pouvez évidemment utiliser la complétion automatique. Et ensuite, on pourrait faire CD important et on rentrerait dans important. Mais si vous êtes super loin dans l'arborescence, ça peut être un petit peu relou. Quand vous êtes quelque part à un endroit précis, que vous voulez ouvrir une ligne de commande là-dedans, vous tapez tout bêtement CMD. Alors c'est pas intuitif, parce qu'on se dit dans la barre d'adresse, a priori on va taper des endroits où aller, on va pas taper des commandes, mais en fait si, on peut ouvrir l'invite de commande. Donc là j'ai mon invite de commande, donc je peux changer plein de choses. Ici si vous en avez plusieurs et que vous voulez les ranger, vous pouvez taper title et mettre par exemple terminal 1. Donc voilà, j'ai changé le titre de mon invite de commande. S'il y en a plusieurs à l'écran, ça peut être cool, ça n'a aucune incidence sur le code ou quoi, c'est juste pour changer le titre. Dans important, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 2 fichiers tout bête, et on va voir la première astuce, qui est comment crypter des fichiers. Alors attention, c'est pas une protection que je donne si vous êtes James Bond et que vous cachez des documents d'État, hein, clairement. Mais c'est mieux que rien du tout. Ce que ça fait, c'est que ça va crypter avec
une clé qui est générée en fonction de votre profil utilisateur. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a accès à votre machine avec votre profil utilisateur ouvert, donc votre session ouverte, vos fichiers ne seront pas protégés. Donc par exemple 1 et 2, ici on va taper cipher/e pour encrypter. Et on voit que les deux fichiers ont été cryptés. Et si on regarde l'icône, on voit un petit cadenas, même un gros cadenas. Et si je double-clique, je peux ouvrir. Alors, il n'y a rien dedans, hein, mais voilà, le notepad s'ouvre, donc il n'y a pas de problème. Alors en fait, ces deux fichiers, tant que je suis sur mon profil utilisateur et que ma session est ouverte, je ne vais pas la fermer parce que ça va flinguer tout ce que je suis en train d'enregistrer, mais donc vous allez devoir me croire sur parole, mais vous pourrez essayer. Vous prenez ces deux fichiers, vous les mettez sur un autre ordi, et on ne pourra pas les ouvrir. Il va vous demander le mot de passe de l'utilisateur qui a créé ces fichiers. Mais au moins, si vous les égarez, on va dire, ils peuvent être ouverts qu'avec un mot de passe. Alors en réalité, la commande Cypher, elle a plein d'autres commandes. On va d'abord les décrypter, donc si on fait /d, hop, ça va les décrypter, vous voyez que le cadenas a disparu. Alors ensuite, un truc que je voulais vous montrer, vous avez vu que quand on tape des fois une ligne de commande, on a un retour qui est hallucinant, avec beaucoup de trucs à l'écran. Donc évidemment, on peut utiliser la roulette de la souris pour défiler, mais si on veut copier, c'est pas très pratique. Par exemple, vous voyez que si je fais ici ce truc là et que je veux copier, voilà, je vais prendre voilà, tout ce que me donne l'aide et je vais faire un CTRL-C et on va aller faire un CTRL-V, donc voilà, tout bête. Mais j'ai dû créer un fichier texte, faire un copier, faire un coller, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je voulais juste mettre directement, par exemple, le contenu d'une commande dans le presse-papier, ou laisser une commande tourner par exemple, et juste au moment où je l'interromps, je pourrais évidemment le mettre dans la mémoire. Donc ce qu'on va faire tout bêtement, c'est que si je fais cipher/help et que je mets un pipe pour lui dire amène-le dans, le pipe c'est pour transférer la commande à une autre commande, on va mettre tout simplement clip. Et en fait l'astuce c'est que ça ne vous donne pas de retour dans le terminal, mais dans le presse-papier, il a pris le contenu de la commande. Et si je fais CTRL-V, voilà, j'ai tout le retour de la commande. Alors si vous pouvez me dire, mais c'est ce que tu avais déjà dans le presse-papier, s'il faut ça n'a pas marché, alors on va en faire un autre. Par exemple si on fait ipconfig, ou mieux, on va faire autre chose, on va faire WLAN, et puis je vais faire netsh WLAN show driver, pour voir par exemple le driver qui est associé à mon interface Wi-Fi. Donc tout ce truc là par exemple, si j'ai envie de le mettre dans le presse-papier, on va faire cette commande. Ah oui, alors pour reprendre une commande que j'ai déjà tapée, j'ai appuyé sur les touches fléchées, hein. C'est comme dans le bash d'ailleurs, donc ça m'évite de tout retaper. Donc ce truc là on le fout dans le presse-papier, hop, notepad, on colle, et vous voyez que j'ai le contenu de la commande. Donc en gros le pipe clip, ça envoie dans le presse-papier, pas besoin de tout sélectionner, de faire CTRL-C et CTRL-V, on balance tout ça. Donc pour les administrateurs système qui débuguent des trucs, ça peut être pas mal. Alors tant qu'on est sur netsh WLAN, sachez que netsh c'est vraiment le couteau suisse pour faire des trucs, en particulier avec le Wi-Fi. Si vous faites un netsh WLAN 7, on va pouvoir définir par exemple un hosted network, c'est-à-dire en gros un hotspot. Et donc, alors netsh, WLAN, set, hosted network, je vous mettrai les commandes dans la description, sinon vous allez galérer, vous devez faire pause. On va utiliser le mode qui va être de permettre aux gens d'utiliser le hotspot. On va lui donner un nom, on va mettre par exemple Vader Wi-Fi, et vous faites un key égal et vous mettez le mot de passe. Ok. Donc une fois que vous avez tapé ça, vous voyez que ici j'ai pas les privilèges utilisateurs. Donc pour avoir les privilèges utilisateurs, il faudrait taper un cmd ici et faire un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Et donc maintenant, si je tape la même, alors vous voyez que si je fais au bas dans cette invite de commande, elle n'a pas l'historique de celle-là. Donc par exemple, je vais récupérer évidemment le truc que j'avais déjà tapé, et là, le mode réseau hébergé a été autorisé. Donc maintenant, si je veux lancer, on va taper netsh WLAN start avec le nom hosted network, voilà, de la commande, puisque WLAN start c'est pas suffisant, il faut lui dire je veux lancer, parce qu'on peut faire plein de trucs avec netsh WLAN, et donc là on va lancer le réseau hébergé. Et pour le stopper, on va taper, alors je vais pas revenir en arrière avec le curseur, on va juste mettre stop, évidemment, de manière très logique. Et là vous pouvez contrôler tout ça directement avec la ligne de commande. Ça veut dire quoi? C'est puisque ça se lance avec la ligne de commande, ça peut du coup être scripté avec du batch, avec un planificateur de tâches pour le lancer à une heure donnée par exemple. Enfin, voilà, on pourrait du coup imaginer de le rendre beaucoup plus souple que ça. Ok, alors j'ai fermé l'invite de commande administrateur juste pour le moment, on va peut-être y revenir. Mais je voulais juste vous montrer quand on veut planquer un répertoire. Évidemment, bon, le truc de débutant, c'est d'aller dans clic droit propriété, de mettre caché.
Évidemment, quelqu'un qui va aller dans les options et mettre l'affichage des dossiers et fichiers cachés va pouvoir le voir, donc c'est vraiment le degré zéro de comment planquer un répertoire. Par contre, dans la ligne de commande, si on remonte d'un niveau, donc c'est cd point d'ailleurs pour information, ce qu'on peut faire c'est faire un attrib et on va mettre plus h, plus r, plus s. Et avec le nom du répertoire, donc en l'occurrence important. Tac, hop, on voit que le dossier a été rendu invisible. Hop, on rafraîchit. Je voulais juste vérifier que j'avais bien mis l'affichage des dossiers cachés. Donc même avec afficher les fichiers dossiers lecteur cachés, on ne le voit pas. Alors que normalement on devrait. Alors il est toujours là évidemment, si on fait la commande inverse, à savoir attrib -h, -r et -s, avec le nom du dossier qui est important. Alors regardez un truc, d'ailleurs si je fais un tab, vous voyez ici que tout bêtement l'interpréteur de commande se trahit puisque le truc il est censé être caché, mais quand on fait tab, évidemment le dossier ressort, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est là, donc hop il va pouvoir le révéler. Donc peu importe les options de l'explorateur, ça a à voir en fait avec les attributs sur le système de fichiers. C'est pas mortellement sécurisé, c'était juste voilà, pour vous montrer qu'il y avait un degré. Si c'est en gros quelqu'un qui a de petites connaissances et que vous voulez juste protéger des fichiers sans être non plus au cœur de... Voilà, vous n'êtes pas poursuivi par des espions, ça peut suffire et ça se fait directement en ligne de commande et du coup c'est assez rapide. Enfin, dernière astuce, on peut piloter le redémarrage de la machine directement depuis la ligne de commande avec la commande shutdown. Donc si vous faites ici shutdown avec le commutateur point d'interrogation, vous voyez la liste de tous les trucs que l'on peut faire. En général on s'en sert avec la commande R, donc shutdown-R pour pouvoir le redémarrer, et on lui met en général aussi la commande T pour définir la durée. Donc c'est R pour redémarrer, S pour l'arrêter complètement pour qu'il s'éteigne, donc je vais évidemment pas le faire ici, et T, donc par exemple si vous voulez redémarrer l'ordinateur dans une heure, redémarrer par arrêté, vous allez taper shutdown-R-T 3600 parce que le temps est en secondes. Donc dans une heure, l'ordinateur va redémarrer et il y a évidemment normalement un commutateur pour l'arrêter. Donc quand vous allez ici, vous voyez le commutateur -A qui lui arrête la commande en cours. Donc si je fais un shutdown, ça je peux le faire du coup, je vais vous montrer. Donc on va faire un shutdown-R-T, on lui dit tu redémarres dans une heure. Et si dans une heure vous changez d'avis, vous voyez que d'ailleurs c'est hyper silencieux, hein, donc c'est quand même assez dangereux si vous avez oublié ou que quelqu'un vous a fait une blague, vous le remarquez pas. Donc hop, un petit shutdown-A, et ici en fait la commande c'est arrêté. Encore une fois tout ça est silencieux, donc il faut quand même savoir ce que vous faites. C'est quand même pratique aussi pour mettre encore une fois dans un script, pour faire une série de tâches et hop, envoyer le redémarrage de la machine. Pour les administrateurs système ça servira, je pense que les administrateurs système utiliseront plutôt PowerShell pour ça, mais en tout cas ça marche directement avec l'invite de commande. Donc voilà, c'était 5 astuces pour le terminal, en tout cas l'invite de commande cmd.exe plus spécifiquement dans Windows 10. Si vous avez des idées de commandes que j'aurais pu mettre pour une prochaine vidéo, si vous avez envie d'en savoir plus sur PowerShell, je ne connais pas beaucoup de monde qui l'utilise, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. J'avais fait quelques trucs à l'époque où j'avais travaillé sur Point de Repère pour faire des outils qui faisaient des trucs sur le parc informatique. J'avais utilisé PowerShell, j'avais utilisé CMD, j'avais utilisé aussi un mélange des deux, puisque les deux sont capables de communiquer. Et surtout, si vous êtes intéressé par Bash, la possibilité d'exécuter du Bash dans Windows avec la couche système Linux, faites-le moi savoir aussi, j'essaierai de faire un petit mix de tout ça et de voir ce qu'on peut faire comme prochaine vidéo dans le carnet du geek nerdy. Merci de m'avoir suivi, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.